Bonjour tout le monde, suite de la deuxième partie concernant le travail du pianiste. Dans la vidéo précédente, nous avons évoqué certains éléments pédagogiques en relation avec la gestuelle et l'apprentissage musical, ainsi que l'apprentissage d'une partition, ainsi que l'équilibre postural. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion de déplacement et à l'aspect rythmique. Voilà, juste pour aujourd'hui. Et enfin, nous ferons une dernière vidéo qui concernera l'imagination, les points d'appui, la mémorisation, qui marquera la fin de cette deuxième partie. Et je ferai une petite conclusion pour terminer toute cette conférence que j'avais donnée à l'époque plusieurs fois en Chine. Bon, donc, concernant les déplacements. Alors le professeur, lui, bien sûr, aura pour rôle, c'est ce que l'on disait dans la vidéo précédente, d'analyser son élève. À la fois, on parlait de l'analyse psychologique, l'analyse mentale, l'analyse émotionnelle, mais également l'analyse morphologique. Bien sûr, c'est très important, nous n'avons pas tous les mêmes corps. On n'a pas tous la même longueur au niveau des membres, que ce soit les mains, les poignets, que sais-je, les avant-bras, les bras, bon, peu importe, d'accord, les épaules, le dos, etc. Et donc, ça, on en revient toujours à cette question d'observation, qui est très important. Le professeur est avant tout un observateur à la fois des réactions comportementales de son élève, un observateur de tout son mode de fonctionnement pour le comprendre. Ça relève plus de la psychologie, bien sûr, mais c'est également un observateur dans le sens physiologique, c'est-à-dire qu'il va regarder son élève, il va étudier son attitude physique, et donc le professeur va essayer de lui expliquer de façon rationnelle les possibilités et les limites que les membres de son corps présentent face à un déplacement. Donc ça, c'est déjà une notion qui me paraît, un point qui me paraît important, parce que c'est un cas typique. On voit souvent des élèves qui, qui exécutent un déplacement, mais qui ne savent pas réellement le pourquoi du comment, qui parfois aussi ratent leur déplacement, bien sûr, ça arrive, c'est quelque chose qui peut arriver, mais ils ne se posent jamais vraiment les bonnes questions, comme je dis, toujours aux bons endroits. Ils se contentent de dire qu'ils ont fait un sol au lieu d'un la, ou je ne sais quoi d'autre. Bon, oui, en réalité, bon, ils ont raison, ils ont fait un sol au lieu d'un la, mais la raison, elle est beaucoup plus profonde et elle est plus intérieure, et ça, c'est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que, bon, il faut leur faire prendre conscience, tout simplement, de la position adéquate face à un déplacement, face à un déplacement, mais surtout des possibilités que leur corps présente lorsqu'il y a une certaine distance, des possibilités et des limites également, n'est-ce pas? On peut très bien changer l'attaque d'un geste, arriver avec différentes hauteurs, différents angles d'attaque, arriver avec un poignet plus ou moins haut, la main, les doigts, l'avant-bras, le corps, le dos, le placement, enfin il y a énormément de détails à prendre en compte, et souvent les élèves n'en ont pas forcément conscience. On pourrait citer l'utilisation des épaules, des bras, des avant-bras, des poignets. Il y a différents types d'articulations, différentes façons d'équilibrer intérieurement sa musculature. Il y a la position du dos, il y a les pieds, l'appui toujours, le bas du corps. Après, il y a le type de mouvement, il y a les rotations, il y a les mouvements horizontaux, verticaux, il y a les multidirections, il y a plein de choses à prendre en compte. On peut dessiner réellement un mouvement. Donc, tout ceci est à prendre en considération et adapté à la fois aux élèves, mais surtout aux situations rencontrées, qui sont toutes différentes les unes des autres. Ça demande une certaine adaptation physiologique. Et donc, l'élève développe tout au long de son apprentissage musical ce qu'on appelle une pratique réflexive. C'est un terme que j'aime beaucoup, donc basé sur la réflexion, ce qu'on appelle le raisonnement, bien sûr, la capacité, cette faculté mentale que l'on a de raisonner. Et ça, je vous renvoie directement à ce qu'on appelle le système logico-rythmique. On a tous cette capacité d'inhiber notre système heuristique et de pouvoir activer certaines connexions pour lutter contre nos impulsions et donc ainsi pouvoir faire preuve de réflexion. Ça sera l'objet d'une future conférence que je ferai l'été prochain, en Chine, à savoir donc, je pense que ça s'intitulera
la place de la réflexion dans le développement de l'enfant, ainsi que dans l'apprentissage musical et dans l'enseignement musical. Voilà ce qu'on appelle la pratique réflexive. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que c'est la base de tout finalement. Et si on y réfléchit, la condition, enfin comment dire, le développement même de l'intelligence est basé justement sur la réflexion, le fait d'inhiber en quelque sorte ces impulsions. C'est quelque chose qui est très important. Donc, revenons un peu sur nos déplacements. L'élève devra apprendre à porter son attention sur le bon équilibre musculaire. Et alors ça, vous voyez, c'est toujours ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est pas forcément quelque chose à laquelle les élèves pensent en priorité. Encore une fois, les élèves, ils sont toujours trop enfin dans leur vision, dans leur pensée, un peu trop superficielle, c'est-à-dire qu'ils voient un sol, ils voient un là, ils voient un si, mais ils ne voient pas tout ce qui se passe derrière, en fait, et à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est ce travail qui est le plus important. L'attention donc sur leur bon équilibre musculaire. Cette recherche fait notamment apparaître ce qu'on appelle l'alternance de tension et de détente pour avoir un équilibre neutre. C'est quelque chose qui est très important aussi. On dit toujours d'être parfaitement détendu, mais de temps en temps, la musique présente certaines tensions. Il y aura donc un investissement physique un peu plus important. C'est ce qui est tout à fait normal, mais il faut toujours qu'il y ait, pour obtenir un équilibre neutre et pouvoir terminer une œuvre qui ferait, par exemple, je sais pas moi, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, 40, enfin bon, tout dépend bien sûr de la durée des œuvres, mais plus on va sur la longueur, et plus cette histoire d'équilibre neutre à l'intérieur de notre corps est très important. C'est ce qu'on appelle l'alternance de tension-détente, un peu comme un élastique, en fait, si vous voulez que l'on tendrait, et hop, que l'on détendrait aussitôt. Voilà, c'est un principe qu'il faut bien comprendre. Il s'agit d'une réflexion, une réflexion intérieure, et encore une fois, une analyse de soi-même. On en revient toujours au même point, qui est un des fils conducteurs de toute cette grande conférence, c'est-à-dire que l'analyse de soi-même reste un des piliers réels de la base de la réflexion et de la compréhension et de l'évolution, de la progression au piano, et même d'ailleurs pas qu'au piano, quand on y réfléchit, on en devient une meilleure personne en quelque sorte lorsqu'on se connaît soi-même ou connaît son mode de fonctionnement. Et ça me paraît pour moi en tout cas être la chose la plus importante. Moi je sais très bien de ce dont je suis capable et ce dont d'ailleurs je ne suis pas capable, et je me connais parfaitement intérieurement les différents membres, la façon que j'ai d'équilibrer au niveau musculaire face à telle ou telle situation, et donc du coup je m'adapte très bien à une situation technique ou expressive que je rencontre parce que je me connais, je sais très bien comment je fonctionne, donc voilà, j'arrive à m'adapter assez facilement. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un point sur lequel il faut beaucoup éveiller les élèves, l'intériorité, l'analyse de soi-même. Donc, la précision, enfin, on va venir là-dessus au propos de ces déplacements, toujours la précision du point de départ et du point d'arrivée, c'est quelque chose qui est très important. Et la prise de conscience du déplacement de l'élève contribue à sa réussite technique. Très souvent, les élèves, c'est ce que je viens d'expliquer, du fait qu'ils sont trop, enfin, j'appelle ça superficiel, c'est pas forcément péjoratif, mais ils ne se posent pas les bonnes questions aux bons endroits. Je dis souvent ça. C'est-à-dire qu'ils regardent trop ce qui est extérieur et pas assez ce qui est intérieur. Et s'ils ont vraiment conscience de leur déplacement, ça veut dire quoi, conscience d'un déplacement? Ça veut dire conscience des positions corporelles au point de départ, et conscience de la position de votre corps lorsque vous vous déplacez, et conscience de la position du corps à l'arrivée du déplacement, et même après, pour faire une transition avec le reste. C'est ça ce qu'on appelle la prise de conscience. Il faut savoir s'analyser physiquement, intérieurement. Et là, l'effort, donc, il est double parce que justement, il est intérieur. C'est l'effort le plus compliqué pour les élèves. Ils n'arrivent pas toujours à saisir le but et puis le procédé, bien sûr. Mais ça, c'est un travail sur soi. Donc, l'effort est double. Il est intérieur par le fait que l'élève va devoir comprendre ce qui se passe dans son corps lors d'un déplacement. Et il va être également extérieur parce que ça c'est évident. Et ça, c'est le côté extérieur. Il s'en rend compte tout de suite parce que il doit bien s'efforcer de comprendre la distance qui sépare le point d'arrivée le point de départ du point d'arrivée. C'est évident. Alors là, encore une fois, voilà, on revient toujours, on tourne autour du pot, mais c'est la représentation mentale d'un déplacement
qui va jouer le rôle le plus important, bien sûr, hein, comme toujours, hein, exactement comme avec ce qu'on évoquait dans la vidéo précédente avec la gestuelle du corps. Lorsque l'on cherche hein, vraiment un geste adapté à telle ou telle intention musicale, c'est en réalité la représentation de cette intention musicale qui peut nous faire penser à énormément de choses, hein, à plein d'autres domaines. Pour moi, ce qui domine essentiellement, je le dis honnêtement, ce sont les couleurs, hein, les paysages, la peinture. Ça peut être encore d'autres choses, hein, mais c'est tout ce comportement analogique et métaphorique qui fait qu'en fait on se représente parfaitement un déplacement. Alors là, évidemment, d'un côté plus technique, on analyse la distance du déplacement pour se la représenter, bien sûr, pour avoir une image de ce déplacement et pour pouvoir l'anticiper, hein, c'est le but, hein, bien sûr. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que les muscles, eux, vont renseigner le cerveau. Ils vont, c'est-à-dire, ils vont envoyer un signal. Et donc, ils vont envoyer ce signal au cerveau sur les différentes positions du corps. Sur les différentes positions du corps, pardon, à l'arrêt, c'est-à-dire au point de départ, au point d'arrivée, et même pendant le mouvement. Voilà. Donc, ce qui se passe, là encore une fois, pareil, c'est encore quelque chose que j'ai évoqué, mais l'oreille, par le fait qu'on entend en quelque sorte un déplacement. Il ne faut pas l'oublier, on l'entend également. On le voit bien sûr, ça c'est la vue, c'est toujours le sens principal. Et le corps le ressent par une espèce de prise de conscience et de travail sur soi-même. Il y a donc encore une fois, c'est un terme que j'ai évoqué déjà, une interaction entre la vue, l'audition, hein, alors je parlais la dernière fois de toucher, là c'est les sensations corporelles, mais voilà, c'est toujours pareil, hein, on tourne autour de la même logique hein, dans tout ce document, c'est-à-dire que on a toujours l'aspect mental, hein, psychologique qui relève de l'esprit, avec toutes ces représentations mentales, tous les signaux qui sont envoyés hein, bien sûr par le cerveau et que le cerveau reçoit du corps et justement son interaction entre le corps et l'instrument, voilà. Donc ces messages, en plus, bien sûr, vont s'inscrire dans la mémoire à court terme, puis à long terme. Hein, ça aussi, j'ai déjà évoqué, hein, je l'ai expliqué précédemment avec les 3 niveaux de traitement. Hein, je vous renvoie à des vidéos à ce sujet. L'élève devra donc, pour finir, atteindre un stade où la composante artistique prendra le pas sur l'aspect technique du déplacement. C'est évidemment le but, hein, le but final. C'est bien joli de faire un déplacement, mais il faut après lui donner en plus une allure artistique. Hein. Et donc là, on en arrive pardon, à une dimension plus musicale. Et donc, cela devient un moment d'esthétisme, on peut dire. Hein, la recherche de l'esthétique, on en a déjà parlé, c'est la recherche du beau, hein, la recherche de quelque chose hein, qui nous apporte satisfaction, que nous considérons comme étant joli, comme étant beau. Et donc là, il arrive souvent que l'exécution du déplacement soit accompagnée d'images mentales. Voilà, on y revient, hein, c'est la chose la plus importante. C'est tout ce à quoi nous pouvons penser lorsque nous jouons un piano, au piano, pardon, lorsque nous interprétons par exemple un passage. La distance en elle-même, elle a été comprise par son analyse, par l'intériorisation du geste, par l'intériorisation de ce déplacement, des distances, mais cela ne suffit pas pour donner un aspect artistique. Il faut justement pouvoir se détacher de ce déplacement et l'assimiler à énormément, encore une fois, hein, d'autres domaines, d'autres choses. Donc là, cela laisse libre cours à l'imagination. On en parlera un petit peu plus tard, dans la prochaine vidéo, l'imagination. En tout cas, c'est un investissement, donc c'est ce que je disais, métaphorique, hein, qui est rempli de sensations, d'émotions, qui favorise l'effet artistique. Ça, c'est propre à chaque musicien, et c'est une qualité que devrait développer l'élève, hein, impulsé par nos méthodes à nous, par nos influences. Hein. Il faut influencer les élèves dans ce sens-là, à savoir se servir énormément de leurs images mentales, de leur vécu, hein, de tout ça. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne les déplacements. Maintenant, nous allons parler du rythme. Donc le rythme, comme je le disais dans la vidéo précédente, c'est une erreur parfois que les gens font, mais le rythme a 2 composantes. Ce n'est pas que mathématique. Le rythme a 2 composantes. C'est ce qui fait qu'il est géré par l'ensemble de notre cerveau et de notre corps. Et nous avons l'hémisphère gauche, qui lui s'occupe, hein, comme d'habitude, de l'analyse pure, hein, des temps, la mesure, le remplissage, la décomposition, la compréhension relevant de la logique mathématique. Ça, on est d'accord.
Mais nous avons aussi l'hémisphère droit. Il faut quand même pas l'oublier. Nous jouons du piano avec tout notre cerveau, même le corps calleux, hein, qui est une zone interhémisphérique qui correspond à la coordination, justement. Donc c'est un truc qui est très important. Et donc justement, cela fait réagir également l'hémisphère droit, bien sûr. Alors lui, il s'occupe bien sûr de la sensibilité, du rythme, du côté artistique, hein, justement, hein, les émotions, pardon, je vais pas y arriver, la répercussion émotive, hein, du rythme, son caractère, hein, bien sûr. Le corps, par sa sensibilité dont il dispose par rapport au caractère rythmique d'une œuvre, que fait-il? Eh bien, il va envoyer un message vers cette partie, donc cette partie du cerveau qui est l'hémisphère droit, qui va l'interpréter consciemment. Le rythme, on peut dire donc que c'est un mélange de rigueur qui lui correspond plutôt au travail de l'hémisphère gauche et au contraire de sensations corporelles qui elles sont envoyées plutôt vers l'hémisphère droit, traduites de manière artistique et sensible. Donc il ne faut pas l'oublier tout de même, hein. Ce n'est pas que mathématique le rythme, hein. C'est une erreur, hein. On associe souvent le rythme au maths. Pourquoi? Parce que très souvent en solfège, dans la formation musicale, hein, on fait énormément de dictées de rythme, de ceci, cela. Alors là, évidemment, c'est complètement théorique, hein, dans ce cas-là, bien sûr, mais lorsque l'on applique au jeu pianistique, ça n'a plus rien à voir. On peut pas le considérer comme ça, c'est pas possible. Donc, nous éprouvons tous plus ou moins le besoin de décomposer un rythme, ce qui est tout à fait normal, même lorsque l'on travaille notre piano pour l'analyser, hein. Et d'ailleurs, c'est une étape indispensable, hein. Il ne faut pas quand même l'oublier, parce que justement, le fait de l'oublier, si vous voulez, cela pourrait provoquer une défaillance au niveau du travail de l'hémisphère gauche, qui deviendrait un peu plus feignant. Or, c'est quand même dans l'hémisphère gauche qu'on retrouve l'ensemble des connexions neuronales responsables des situations problèmes. Donc il ne faut pas l'oublier. L'analyse, la décomposition du rythme, ça reste de toute façon pour l'ensemble des élèves, nous dirons, hein. Et même parfois dans un haut niveau, mais c'est beaucoup plus rare. Mais en tout cas, pour l'ensemble des élèves, ça reste la première étape et il ne faut surtout pas la brûler. C'est quelque chose qui est très important. Par contre, il faut savoir qu'en même temps, notre image mentale, notre représentation de ce rythme, le fait de faire travailler notre hémisphère droit simultanément va faire que l'on va assimiler rapidement le rythme. Le corps va l'assimiler, on va chercher nos gestuels structurés. Et c'est ça qui va donner l'aspect artistique au rythme. On va s'adapter au rythme, bien sûr. On doit ressentir ce rythme, on doit l'intérioriser, lui donner vie. Et c'est ce qui fait justement que l'on sort du cadre théorique totalement. L'idéal étant, comme d'habitude, hein, je le répète, d'avoir d'abord, c'est en tout cas moi mon mode de fonctionnement, mais d'avoir d'abord une représentation mentale de ce que l'on veut, par exemple dans un passage. Que veut-on au niveau esthétique, hein, dans ce passage et comment va-t-on adapter son rythme à cet objectif. Vous savez, ça c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup aussi aux échecs, aux jeux d'échecs, hein. Plutôt que de procéder étape par étape et de naviguer dans le flou pour essayer d'anticiper X coups de son adversaire, on essaie toujours d'abord de partir de l'objectif. Voilà, j'ai telle situation, je veux mettre le roi au mat je sais pas moi, en 5 coups par exemple. Quelle position je dois adapter à mes pièces au final pour obtenir la position finale. À partir de cette position-là, j'en déduis les différentes étapes. C'est souvent comme ça qu'on fonctionne. Et donc c'est pareil dans l'apprentissage, hein, du piano. Très souvent on part d'abord de l'objectif à atteindre. C'est quelque chose d'important. Donc là, a priori, pour moi, l'objectif à atteindre pour un passage donné, c'est son effet artistique. C'est absolument pas la décomposition du rythme. C'est faux. Donc il faut toujours partir de cet objectif. Pourquoi? Parce que lorsque l'on le fait, automatiquement déjà notre hémisphère droit travaille systématiquement. C'est ce que je disais, hein, lorsque je marche n'importe où dans la rue et que je me représente toujours à la fois les sonorités, les couleurs, les choses comme ça. Ça, c'est le travail de l'hémisphère droit. C'est un truc qui est très très important et c'est ce qui fait que l'on est guidé toujours. On est engagé personnellement, on est engagé sur le plan artistique. Donc c'est un élément qui est fondamental. Et par contre, se rajoute à cela le travail de l'hémisphère gauche avec la décomposition du rythme. Et le tout est d'harmoniser, bien sûr, à la fois la décomposition
et l'aspect artistique, bien sûr. Il faut intérioriser tout ça. Le rythme, on dit souvent, c'est le reflet de notre personnalité, c'est l'affirmation du J-E, bien sûr, hein, nous, ce que nous sommes. C'est un élément qui est très important, le rythme. Moi, je donne beaucoup d'importance, en tout cas, à cet élément, hein, parce qu'il est vraiment fondateur. Il est très révélateur, hein, de ce que nous sommes. On va prendre un exemple, hein, alors c'est vraiment un exemple à titre enfin, je prends vraiment cet exemple comme ça, hein, pour les débutants par exemple, hein. Allez, on va prendre une mesure simple, la mesure à deux temps, hein, on retrouve fréquemment dans, dans de petites œuvres, hein, enfin pardon, on retrouve énormément de petites œuvres écrites à 2/4 par exemple, hein, très souvent. Et alors là, bon, qu'est-ce qu'on a? Bon, on le sait, on a un temps fort et un temps faible, hein, d'accord? Ok. Donc le temps fort, qu'est-ce que c'est? Bah, il correspond à une expression corporelle, mais et le temps faible aussi d'ailleurs, hein, mais ils n'ont pas la même valeur. Mais il faut comprendre que les deux sont importants. Il ne faut pas en négliger un par rapport à l'autre. Ce terme faible, évidemment, me déplaît, mais bon, en tout cas, c'est d'un premier temps et un second temps. Et le premier temps, lui, correspond à une expression corporelle intense. Voilà comment on peut le traduire, hein. C'est justement l'affirmation de soi. Donc là, c'est très important. Il y a un investissement, une volonté, il y a quelque chose, hein, intérieur qui doit nous animer. C'est l'effet de propulsion, hein. Moi, j'appelle ça, hein, toujours, hein, c'est la propulsion, en tout cas, bon, sur le clavier, hein, bien sûr. Mais il y a cette notion à garder en tête. Puis, grâce à cet appui physique, cet élan que l'on crée, eh bien, nous sommes guidés vers un second temps qui, lui, est différent. Alors, le terme est considéré, enfin, le terme adéquat, c'est faible, mais bon, ce n'est pas le terme que j'utilise. En tout cas, c'est un second temps. Et il n'est pas justement dépourvu d'intérêt pour longtemps, parce que l'intention corporelle est présente, mais elle est différente. Voilà. Et donc il y aura encore une fois une interaction, hein, comme toujours, entre la précision du geste effectué, le geste effectué à la fois pour l'appui, hein, la propulsion, hein, qui est sur le premier temps, mais également la transition pour le deuxième temps. Il ne faut pas oublier, donc il y a une interaction entre la précision du geste et la stabilité du rythme. Bien sûr, le geste va automatiquement structurer le rythme, stabilité, structure, hein, ce sont des termes que l'on retrouve, hein, depuis. Donc l'appui et la propulsion sont les deux composantes physiques du rythme. Et puis après, nous avons toute la représentation mentale, hein, on vient d'en parler avec le rôle de l'hémisphère droit dans l'exécution de ce rythme et dans la réalisation artistique, bien sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.